Bonjour, je suis Christelle Chetkowski du blog Nouveau Tournant à destination des parents investisseurs. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer André Dubois du blog Traffic Mania. Alors André, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment. J'adore ses articles de fond qui sont vraiment de très grande qualité et avec beaucoup de franchise. André, c'est quelqu'un aussi, c'est un Lyonnais d'abord, comme moi, et c'est un papa. Donc quand on est papa, on a aussi toute une série de contraintes à côté. Donc voilà, je vais vous faire découvrir cette interview qui vise en fait à vous indiquer comment, en tant que parent, on arrive à gérer cette activité de blogging, et puis aussi tous les conseils qu'il pourrait donner à des parents qui veulent se lancer dans cette aventure. Donc je vous laisse découvrir cette interview. Déjà, bonjour à tous, bonjour Christelle, merci de m'avoir contacté. Oui, alors, comme tu l'as dit, je suis lyonnais d'adoption en tout cas, et je suis blogueur, donc je vis à plein temps de mes sites internet, et je suis le papa de deux enfants. Donc, l'organisation du planning, je trouve qu'elle est plus simple quand tu peux travailler de chez toi. Mais c'est vrai que ça reste quand même enfin, les enfants, ça reste une contrainte importante en termes de temps. Surtout que moi, mon petit garçon est autiste, donc il y a en plus de ça un environnement qui est beaucoup plus lourd, avec les rendez-vous, avec l'administratif, etc., etc. Puis c'est des gamins qui demandent pas mal de soins. Donc oui, on va pouvoir, à mon avis, dans cette interview, parler de l'organisation, parler de l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Mais on y arrive. Je pense que ce qui est difficile, en tout cas quand tu as une situation un peu particulière comme la mienne, ce qui est difficile en fait, c'est la bascule entre la situation d'avant, dans laquelle tu penses que tu as juste deux enfants normaux, un boulot et bah, tu gères comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que les enfants sont à l'école. Enfin, moi, mon fils était petit, donc ma femme était encore en congé parental avant qu'il soit diagnostiqué, donc elle s'occupait de lui. Et il y a une espèce de bascule après le diagnostic où tu dois mettre en place toute une organisation. Et là, oui, il y a un impact sur la famille, sur la gestion du temps, parce que c'est très difficile que les deux parents aient une activité professionnelle classique et un enfant avec ce type de handicap. En tout cas, nous, on connaît pas mal de familles qui sont dans la même situation que nous. C'est très 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 rare que les deux parents aient un travail salarié classique, on va dire en journée. Donc du coup, toi, tu n'es Non, plus moi je suis plus salarié. salarié depuis 2013. En fait, j'ai été salarié pendant une petite dizaine d'années. Donc je travaillais dans l'industrie, j'avais un poste à responsabilité en logistique, donc j'encadrais, au cours de ma carrière, j'ai encadré des équipes qui allaient de 10 à 30 personnes. Et j'ai perdu mon job en 2013. Et donc c'était à peu près un an après le diagnostic de mon fils. Donc ça a vraiment été une année très difficile parce que il a fallu mettre en place toute la structure de soins pour lui et accepter aussi, intégrer le fait qu'il serait handicapé, qu'il n'aurait pas une vie normale, qu'il aurait des difficultés à être autonome, etc. Et là-dessus, ça rajoutait un licenciement, donc ça n'a pas été facile à faire. Mais donc depuis 2013, je vis de mes sites internet. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer à bricoler sur internet avant mon licenciement. Donc j'ai pu accumuler pas mal d'expérience pendant cette période-là, ce qui fait que j'ai réussi à monétiser mes sites et à pouvoir travailler de chez moi. Donc finalement, ce licenciement, ça a permis de solutionner pas mal de choses, parce que moi, ça m'a donné le courage de me lancer. Donc en travaillant chez moi, j'ai plus d'autonomie et plus de temps pour gérer les aléas de mon gamin. Ça a permis à mon épouse, qui elle voulait retravailler, qui en avait marre d'être en congé parental, mais qui se sentait prisonnier à cause du handicap de mon fils, ça lui a permis de rebosser. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, voilà, moi je travaille de chez moi. Si jamais il y a un aléa vis-à-vis de mon gamin, je peux gérer. Mon épouse, elle a aussi une activité qui est plus souple que celle de salarié, c'est-à-dire qu'elle travaille aussi à son compte. Donc finalement, on arrive à gérer. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Ouais, ça, en tout cas, ça t'a permis voilà, de tout allier, de te libérer du Ouais, temps pour ouais. l'enfant. Enfin, Et t'es- heureusement que ça a marché, ouais. parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je pense que j'aurais été obligé de retourner dans le salariat et il n'y aurait pas eu d'autre solution que ma femme reste à la maison pour gérer le petit, et ça aurait été une organisation compliquée. Alors même s'il est scolarisé,
Tu sais, il y a toujours un jour où tu as un rendez-vous qui saute. Enfin, c'est comme une organisation très très lourde et c'est vraiment très très compliqué quand les deux parents sont salariés parce que c'est pas toujours facile de les scolariser, c'est pas toujours facile de gérer les déplacements chez les thérapeutes, etc., etc. Ouais. Et même de mon côté, j'ai deux enfants, j'ai moins de contraintes que toi, ça c'est sûr. C'est vrai que je me dis le fait d'avoir son blog, enfin d'autres activités en tout cas à la maison, j'ai aidé énormément de parents, Ah, c'est c'est- justement. c'est clair. Moi, je le vois, hein, mais vraiment dans toute la famille qu'on connaît, soit tu as la maman qui est à mi-temps, soit la maman qui travaille pas. Alors, c'est souvent les mamans hein, qui encaissent le truc. Hein. C'est encore une charge mentale supplémentaire, c'est le mot un peu hein, qu'on entend en ce moment, mais ouais, ça arrive, enfin, ça revient souvent dans le sac à dos des tâches de la maman. Euh, ouais, c'est super difficile d'avoir les deux parents qui ont une activité normale. Donc il faut une bonne organisation. Mais alors moi j'ai pour moi d'être quelqu'un d'assez organisé, mais alors mon épouse l'est 100 fois plus que moi. Donc on y arrive quand même assez bien quoi. Une fois que tu as passé cette espèce de cap compliqué où il faut tout mettre en place, où tu découvres un monde en fait que tu connais pas, c'est une fois que tout est mis en place, ça va quoi. Ok, alors du coup, moi je t'avais contacté parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de blogs parentaux sur le web. Je fais quelques recherches, visiblement il y en aurait 5000 blogs de blogs de parents qui se créeraient chaque année, ce qui me paraît énorme. Et par contre, à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a peu de blogs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'est pas que dans les blogs sur la parentalité qu'il y a beaucoup de blogs qui ne fonctionnent pas bien, c'est dans l'ensemble des thématiques. Moi, j'aime bien comparer le blogging au groupe de rock. Si tu prends les groupes de rock, les musiciens, t'en as une petite partie qui va gagner beaucoup d'argent, t'en as un peu plus qui arrive à vivre sa vie, mais la grande majorité des groupes de rock, ils galèrent. Donc ils font enfin, les cafés-concerts, ce genre de choses, mais ils gagnent quelques centaines d'euros et c'est difficile pour eux d'en vivre. C'est très très pyramidal le blogging et c'est très très pyramidal aussi parce que tu as beaucoup de gens qui croient un discours de facilité. C'est-à-dire que si tu te balades sur internet et que tu regardes comment vivre d'un blog, tu vas tomber sur plein de vidéos de gens qui vont montrer un style de vie. Voilà, on travaille peu, on est au bord de la piscine, on encaisse des dizaines de milliers d'euros tous les mois, 100 000 euros. Enfin, les gens ils mettent en avant un style de vie et ils masquent la réalité du truc. C'est-à-dire qu'ils vont masquer aux gens que ça nécessite un travail de positionnement marketing, ça nécessite un travail de création de contenu, ça nécessite un travail qui va te permettre de fidéliser ton audience, de faire ton trou. Et ça, c'est compliqué à faire. Donc, beaucoup de gens échouent, mais aussi parce que beaucoup de gens sous-estiment la difficulté de la chose et abordent pas ça comme en étant des entrepreneurs. Un autre parallèle, ça serait de dire que bah, moi, par exemple, j'aime bien faire la cuisine, mais je pense pas être capable de faire tourner un restaurant. Eh ben, c'est pas parce que les gens ils pensent que c'est facile d'écrire deux trois articles, de les balancer sur Internet ou de faire deux trois vidéos et de les balancer sur YouTube, qu'ils vont être capables d'en faire un business qui dure dans le temps. Ok, et pour des parents qui souhaitent se lancer dans le blogging, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, je pense que la clé pour que ça marche le blogging, le premier truc, c'est d'amener une solution aux gens. Donc, quels sont les problèmes qu'on peut affronter quand on est parent? Alors, moi, il y a des réponses évidentes. Il y a le handicap, mais c'est vraiment des choses qui sont très particulières. T'as des gamins qui sont en échec scolaire. T'as des ados qui font des crises d'ados super difficiles et qui partent totalement en vrille. Je pense que quelqu'un qui ferait un blog hyper généraliste sur la parentalité, il n'y arriverait pas parce qu'il y en a déjà 50 000 et ça, personne ne se dirait ça me concerne suffisamment pour que je puisse acheter quelque chose. Donc, à mon avis, il vaut mieux Mhm. nicher, toucher moins de monde, mais toucher une quantité de personnes qui vont être vraiment intéressées par le problème et qui vont être ben, après susceptibles d'acheter soit du coaching, soit des e-books, soit des formations. Donc, comme je te le dis, crise d'ado super dure, gamin qui est précoce avec toutes les difficultés que ça peut engendrer,
gamin qui est, je sais pas, hypersensible, qui a peur des autres avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Bref, toucher des gens qui vont trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Je pense que c'est vraiment le premier truc. Et c'est ça le positionnement. C'est simplement de se dire, il faut que mon contenu puisse solutionner les problèmes des gens. Et à ce moment-là, tout le reste, la promotion, se faire connaître, etc., ça va te permettre d'attirer ce public-là. Mais si tu fais des articles super généralistes sur l'éducation au sens large, à mon avis, ça marchera pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment nicher sur un problème que peuvent rencontrer les parents. Ok, alors je sais que tu proposes du coaching et des formations en ligne. Est-ce que tu as des parents qui sont, voilà, qui se sont tournés vers toi? Ouais, j'ai eu des clients qui étaient dans la thématique de la parentalité, mais plus aussi sur la thématique, on va dire, des méthodes d'éducation alternative. C'était des gens qui s'intéressaient à tout ce qui était Montessori, etc. Et c'est une personne qui avait du mal à bien situer, à bien positionner son blog. Donc je l'ai aidé à ce niveau-là. Alors je reviens sur la gestion du temps que nous avions abordé en début de vidéo. Combien de temps tu estimes nécessaire pour la gestion d'un blog? Ça dépend où t'en es dans ton projet en fait. Je pense que la première année, ça va te prendre une vingtaine d'heures par semaine. Parce que au début, on passe énormément de temps à se faire connaître. Donc il faut démarcher les gens, démarcher d'autres blogs, essayer d'attirer du trafic. On n'a pas de contenu et on n'a pas de produit. Donc tout est à faire. Par contre, plus tu avances dans le temps et plus cette quantité de travail elle a tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une audience fidèle qui te suit, des gens qui sont inscrits à ta newsletter, que tu as un catalogue de produits, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Mais il te reste à faire de la publication de temps en temps, tu vois, publier un ou deux contenus par semaine. Et donc au début on travaille beaucoup et à la fin on travaille de moins en moins. Moi je travaille maintenant une poignée d'heures par semaine. Mais encore une fois, c'est pas du tout le rythme de travail qu'on a au début de son blog. Ok, donc quand t'es parent, que t'es salarié et que t'as tes enfants à gérer, Tu le fais le Tu le soir fais quand le les enfants soir, sont soit tu le fais couchés. entre 5h et 6h du mat, et tu le fais le week-end. Donc si tu avais prévu une sortie ou d'aller à la communion de la petite cousine, machin, bah, tu zappes. Parce que pendant un an et demi, tu dois te consacrer en priorité à ce projet-là. Mais encore une fois, tout dépend aussi de ce que tu veux faire. Il y a des gens, ils montent des blogs simplement pour le plaisir de tenir un journal intime public. Donc il n'y a pas de souci, on a tout à fait le droit de faire ça, hein. Donc là, on publie quelques articles et puis après, ma foi, il y a du trafic, il n'y a pas de trafic, c'est pas grave. Mais pour ceux qui souhaitent monétiser, vendre des cours, faire ça de façon professionnelle, là il faut de l'audience, là il faut apprendre à bien rédiger. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut maîtriser et qui sont pas simples. donc toi en fait tu arrives à monétiser ton blog grâce à tes séances de coaching et de formation en ligne. Et en fait, c'est le même principe que pour n'importe quel blog, hein. Tu vas fidéliser une audience en donnant du contenu qualitatif, gratuit. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la possibilité d'acheter. Mais alors moi je crois vraiment que il faut être généreux sur le gratuit. Si t'es pas généreux sur le gratuit, bah, les gens vont pas venir te lire parce que finalement ils vont pas y apprendre grand chose. Donc il faut pas avoir peur de faire vraiment des articles qui soient complets et qui montrent un chemin aux gens. Et justement, c'est plus tu vas créer ce lien avec eux, plus derrière tu vas réussir à vendre. Donc oui, je vends des produits, mais tu as aussi plein de gens qui achètent pas mes formations et qui se contentent de lire mon blog. Après, je pense que c'est juste plus Puis difficile déjà, d'y arriver, c'est juste plus long parce que l'avantage de la formation, c'est que tu as vraiment un tutoriel de A à Z qui t'explique comment faire. Oui, justement, quand on est parent et qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors autant en gagner en suivant, comme tu le dis, des bonnes formations. Évite de faire des erreurs. Je pense que c'est la même chose dans l'éducation des enfants. A priori, ça a l'air évident, mais en fait, ce que font les gens, c'est souvent reproduire ce qu'ils ont, enfin l'éducation qu'ils ont eue eux-mêmes en étant petits, peut-être, ou être en réaction par rapport à l'éducation qu'ils ont eue en étant petits. Mais finalement, des fois, quand tu lis des bouquins sur l'éducation des enfants, tu te dis ah ouais tiens j'avais pas envisagé les choses sous cet angle-là, ah ouais tiens il y a tel outil, il y a telle manière de parler, il y a telle manière de présenter les choses qui peut être intéressante. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une différence entre ce que tu sais et ce que tu crois savoir.
Ouais, ouais, effectivement, je te confirme. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Bah écoute, je te remercie beaucoup, André. Je vous invite, vous, parents ou futurs parents, qui voulez vous lancer dans l'aventure du blogging, eh bien, consultez le site trafficmania.com. Et de mon côté, si vous êtes intéressé pour des investissements, pour obtenir des revenus complémentaires avec le blogging, mais pas que, l'immobilier par exemple, n'hésitez pas à vous diriger vers mon site nouveautournant.fr et à vous inscrire à la newsletter. Je vous remercie et merci André.